Installez-vous. Aurélien, tu restes avec nous. On va juste rebasculer, on va te perdre un peu à l'écran, on va rebasculer sur les slides. Merci beaucoup. Et donc, nous accueillons effectivement Ronan, Sandrine, Lana et Rémi. Bienvenue. Ronan, je vais commencer par te donner la parole pour nous dire un petit peu, suite à l'intervention d'Aurélien, en tant que coordinateur de l'intégration des enjeux de transition dans la formation à l'Université de Rennes. Comment est-ce que ça résonne pour toi? Et est-ce que tu peux illustrer la démarche justement de l'université à ce stade? Merci Sophie, merci beaucoup Aurélien pour la présentation. Alors, challenge, ça va être de réussir à présenter ça en 8 minutes. Alors, pour nous, ce qui a été présenté à la fois par Aurélien là, mais aussi par Isabelle tout à l'heure et par Alexandre, c'est je sais, non, ça n'a pas l'air de... Si, voilà. De fonctionner. On a cet enjeu de enseigner la transition socio-écologique à 100% des étudiants, et on s'est engagé à ça. Et on a porté, et c'est là aussi où ça résonne vraiment avec ce que tu as dit, Isabelle, c'est on a un enjeu à faire des communs. Est-ce que l'université est aussi un endroit, est un commun, et dans cet enjeu de faire des communs, on s'est dit que faire le socle commun ensemble, c'était pas juste avoir un socle commun à la fin pour tous les étudiants, mais c'était bien réussir à le faire ensemble. Et le défi important qu'on a sur ce socle, c'est de mobiliser la contribution de toutes les disciplines et d'éviter le risque de complètement faire disparaître ce que certains pourraient appeler de faire disparaître les silos, mais c'est plutôt d'ouvrir en fait des fenêtres dans toutes ces disciplines dont on a résolument besoin et de travailler ces communs avec les apports des disciplines, mais aussi comment ces communs vont venir nourrir ces différentes disciplines. Et puis l'autre axe en transversal, c'est sur les compétences. Donc le socle commun, je vous remets les 4 grands champs qui sont à couvrir: le climat, système terre, le vivant, la biodiversité, la question des ressources dont a parlé Aurélien, et puis la question de justice, transition juste et équitable. Et les compétences: complexité, donc systémique, coopération, éthique et responsabilité, esprit critique et prospective. Ça nous invite, pour faire ces communs, à avoir un espace pour le travailler. Le premier espace qu'on a eu, ou qu'on a créé, c'était un groupe de travail interdisciplinaire qui a fait des recommandations, qui en a fait 12. Et une de ces recommandations centrales, c'était de perdurer dans un espace de commun, et donc de créer une fabrique commune des transitions pour continuer à porter ces questions et avoir des objets de recherche et de formation pour la suite. Ça demande aussi vraiment sûrement une posture d'humilité, et c'est ce que je mets ici, c'est que je pense qu'on a tous en commun le fait qu'on s'est tous trompés plein de fois, et qu'on va continuer à se tromper, et donc penser qu'on va ne pas se tromper ou amener les bonnes solutions, je pense que c'est une voie trop étroite. Et du coup, c'est de se dire plutôt, comme on se pose la question en systémie, c'est les solutions... Les problèmes d'aujourd'hui sont les solutions d'hier, donc peut-être qu'on peut essayer de voir quels problèmes on se pose pour la suite, et voilà. Donc pour travailler ça, on s'est dit, nous, on va essayer de faire de bonnes erreurs pour la suite, et donc de se partager une vision et des principes qu'on a travaillé dans le groupe de travail. Et vous pouvez reconnaître peut-être cette phrase qui a servi aussi en partie pour la convention: quelles compétences pour habiter un monde commun désirable de façon juste et durable. Ça, on s'est accordé là-dessus. Et puis sur des principes qu'on a remis dans le rapport, des grands principes qui permettent de laisser de l'autonomie dans les disciplines pour faire aussi cette transformation. Donc les principes, c'est agir à la hauteur des enjeux,
expérimenter. Et donc expérimenter à petite échelle parce qu'on sait qu'on va se tromper. Donc quand on se trompe, mieux vaut pas embarquer tout le gros paquebot d'un coup. Être hétérogène, pas expérimenter tous la même chose. Être coopératif, être situé, documenter, apprendre de nos erreurs. Être systémique, agir avec techno-discernement. Évidemment, liberté académique. Qui dit liberté, tu l'as rappelé Isabelle, dit aussi responsabilité. Et puis, du coup, dans ces invariants qu'on a essayé de poser, c'est celle de se dire, mais quelle trajectoire possible de formation pour les étudiants? Et donc, on a proposé une trajectoire qui peut être partagée par toutes les composantes. D'abord, la prise de conscience à la hauteur des enjeux. Après, soutenir l'espoir ou au moins le courage de c'est possible, il y a des choses qui se passent, il y a des acteurs qui s'engagent, on part de mon réel en tant qu'étudiant, c'est concret. Je suis pas tout seul, je trouve aussi des alliés, des compagnons pour faire ce chemin. Je passe à l'action très concrètement dans des projets, des stages. On le verra avec aussi Sandrine tout à l'heure. Et puis quand j'ai fait tout ça, je peux conscientiser ce que j'ai déjà appris et le partager ou devenir compagnon pour quelqu'un d'autre. Et puis on s'est dit ça, comment on peut le faire très concrètement, puisqu'il faut partir tout de suite aussi dans des réalisations et de le faire à notre échelle au niveau du groupe de travail. Est-ce que on le ferait pas pour des enseignants à commencer à se préparer, donc monter un parcours de formation, c'était une recommandation du groupe de travail, et très concrètement de faire ce travail de passer en mode projet pour monter une formation pour des enseignants. Et donc on a créé cette formation qui a commencé en octobre sur 8 jours, et tout le monde nous avait dit un petit peu que 8 sessions pour des enseignants, ça tomberait jamais dans les calendriers. En moins de 3 jours, je crois qu'on avait rempli les 30 places qu'on avait. Et puis voilà, en fait, on s'est dit aussi qu'on n'allait pas amener que de la connaissance dans cette formation, mais vraiment partir sur les compétences et toutes les grandes questions qui ont émergé de toutes les discussions qu'on a eues pendant 2 ans avec tous les collègues dans les composantes. Première séquence, partager les constats scientifiques, se projeter et imaginer des futurs souhaitables, donc une compétence de prospective. La semaine dernière, on a fait une journée entière sur qu'est-ce que ça veut dire agir en collectif, comment coopérer. C'est pas juste de la gestion de projet, c'est pas juste faire du collaboratif. Qu'est-ce que c'est que cette coopération? Déployer une pensée systémique, ça c'est dans 3 semaines. Interdépendance, complexité. Trouver sa juste posture d'enseignement, et je pense que Aurélien vient de le dire, ça met en mouvement aussi les enseignants. Toutes ces questions, c'est pas facile. Donc comment je suis légitime, comment je trouve ma distance critique, il y en a plusieurs possibles à avoir. Une 5e session sur accompagner et prendre soin. Je pense que voilà, tout le monde c'est revenu plusieurs fois, à la fois le soin aux étudiants, mais aussi le soin aux enseignants. Cette question de l'éco-anxiété, éco-lucidité, le déni, la colère, et puis la diversité, en fait, de ce qu'on peut ressentir sur ces questions. Faire œuvre commune, donc rentrer dans l'approche inter- et transdisciplinaire. Cartographier des controverses, donc s'équiper aussi pour faire des enquêtes collectives sur ces questions difficiles. Et puis enfin, comment un groupe de 30 personnes derrière continue à expérimenter ce qu'ils font déjà pour beaucoup sur le terrain, mais vont venir redonner au collectif les retours d'expérience qui permettent de continuer à apprendre et d'enrichir des nouveaux groupes sur le terrain. Et celle-là, je vais la passer très très rapidement, mais c'est pour vous dire que ça, c'est un des chantiers, le parcours de formation. On a proposé 12 grands chantiers, on en a ouvert 6 pour ouvrir des chantiers. C'est très pragmatique, il nous faut aussi des copilotes et des équipages. Et voilà, donc on a un gros chantier sur caractériser le socle commun. On a un chantier sur créer un espace de ressources disciplinaire qui va venir équiper aussi à la fois le socle commun, le parcours de formation, la création d'un journal de bord
individuel et collectif. Et puis celui qui est là, il est en pointillé parce qu'il est pas complètement ouvert, mais qui sous-tend les autres. C'est celui vers une fabrique des transitions. Et ça aussi, c'est rendu possible en discussion avec toutes les composantes, mais aussi avec les grands projets qui nous soutiennent fortement, notamment dans le parcours de formation qu'on a créé, qui est financé en partie par Iris E et soutenu par la RH. Voilà. Sandrine, je te passe la parole pour ton retour d'expérience. Bonjour à toutes et tous et merci de nous avoir donné l'occasion de présenter ce projet. En principe, il y a une slide. On fait tous les deux. Quelque part. Bon, avec des photos. Voilà. C'est celle-là ? Oui, c'est celle-là. Il y en a qu'une. Donc, on va vous présenter ce projet à 3 voix, donc avec deux étudiants qui sont actuellement en but 3, carrière sociale, parcours animation sociale et socio-culturelle. C'est là, en effet, la formation à laquelle s'adresse ce projet de chapiteau du vivant. Donc, c'est une formation qui s'inscrit dans l'éducation populaire. Comment est-ce qu'on peut travailler les questions d'émancipation des citoyens et des citoyennes pour construire un monde aussi plus juste. Donc c'est un projet qu'on a expérimenté pendant 2 ans, en 2023 et 2024. On va vous présenter cette expérimentation en 4 temps. Le premier, donc, ça va être un peu un cadre général du processus pédagogique dans lequel s'inscrit ce projet. Ensuite, Lana et Rémi parleront de ce qu'ils ont vécu. Je reviendrai sur quelques points qui me semblent un peu saillants de l'expérience et puis voilà, quelques perspectives. Le cadre général du processus pédagogique. Donc c'est un processus en 3 temps. Ça démarre en janvier. Donc même cette année, on a réussi à faire démarrer le projet en octobre. Donc c'est d'abord des séances des sessions de cours. Avec de l'autonomie également en plus. Ensuite, il y a une mise en enquête sur le territoire. Donc, les étudiants vont concrètement rencontrer des acteurs du territoire. Ça, Lana et Rémi vous en parleront. Et puis, ça se termine par une semaine immersive en juin. Là, vous avez quelques photos. Cette démarche, elle s'inscrit dans notre programme pédagogique national qui vient cadrer nos enseignements dans les différents départements des IUT. On est sur une approche par compétences. Donc, ce projet autour des transitions écologiques et sociales s'inscrit dans une compétence qui s'appelle construire des dynamiques partenariales. Donc, le lien au territoire va être très important. Et donc, on a réussi, par un assemblage un peu complexe, mais qui fonctionne, à assembler un module ressources qui s'appelle Problématiques économiques et sociales, qui est entièrement dédié à ces questions-là. Une SAE, donc situation d'apprentissage et d'évaluation, qui est spécifique aux IUT. Et puis, on a associé aussi d'autres enseignements de collègues, notamment en communication. Ça s'inscrit aussi dans le socle des connaissances et des compétences ministérielles. On a un focus, parce qu'on est une formation en SHS, on a un focus sur la transition juste et équitable, mais sans évidemment oublier de parcourir les autres sujets de climat, biodiversité, ressources, limites planétaires, etc. Et sur la question des compétences, je pense qu'on s'inscrit aussi assez bien dans cette question de vision systémique, d'esprit critique, de se projeter dans l'avenir par la mise en action, vous allez le voir. Voilà. Donc ce projet... il a une évolution. Donc en 2023, on a travaillé pendant une semaine à la création d'une carte sensible du campus Beaulieu 2040. On était vraiment dans de la projection. Et alors, si on réfléchit à la question des transitions, comment on peut imaginer ce campus ? On a créé des cartes sensibles. Là, j'en ai amené quelques-unes qui ont été imprimées. Et puis, en 2024, c'était maintenant qu'on a imaginé, que les étudiants ont imaginé ce projet. Comment est-ce que concrètement, on peut mettre en place des choses sur le campus ? Voilà, donc ce projet s'adresse à peu près 60 étudiants de 2e année, mais finalement irrigue un peu plus large. Je vous laisse le présenter.
Bonjour à tous. Du coup, comme l'a dit Sandrine précédemment, le projet il s'est déroulé en 3 temps. Donc il y a eu la phase de préparation où en fait on a déjà commencé sur des temps de cours à parler des transitions, savoir ce que c'était, qu'est-ce que ça avait comme impact. Et dans la suite, on savait qu'à la fin ça menait à terme une semaine des transitions écologiques. Et du coup, on a choisi des thématiques. Comme par exemple la thématique de l'eau, le low-tech, pour préparer cette semaine-là. Et on s'est mis en groupe pour parler plus spécifiquement de ces thématiques et du coup, savoir comment les travailler par petits groupes. Du coup, il y avait environ 10 thématiques sur la semaine des transitions l'année dernière, comme l'eau, le low-tech, mais aussi la vie quotidienne, tout ça. Et chaque groupe a travaillé sur ces thématiques-là. À la fin, on avait un rendu sur un dossier pour plutôt fiche technique sur qu'est-ce qu'on faisait. On a eu aussi une préparation d'animation à faire qu'on réaliserait sur la semaine des transitions. Par exemple, moi j'étais dans le groupe de l'eau et on a fabriqué des toilettes sèches en lien avec du coup la question des transitions, la question de l'écologie et tout ça. Et la dernière approche, on avait du coup la création de podcasts sur les thématiques sur lesquelles on travaillait. Ouais, et justement sur la création de podcasts, ça nous a permis de rencontrer des acteurs du territoire sur les questions des transitions. En fonction de la thématique, il y a certaines personnes qui, par exemple, étaient sur la thématique des déchets, qui sont allées rencontrer les acteurs de Rennes Métropole sur la question des déchets. Nous, plus spécifiquement sur la thématique de l'eau, on est allé rencontrer Eau et Rivière Bretagne ou encore le collectif Bassine Non Merci. Voilà, différents acteurs sur la question de l'eau, à l'échelle très locale ou à l'échelle plus globale. Et après, une fois avoir rencontré ces acteurs, on a eu une initiation au montage sonore par un intervenant de l'Université de Rennes. Donc ça rentrait dans le module communication et comment monter un podcast. Et du coup, ça nous a permis aussi de prendre du recul sur notre thématique et de l'expliquer publiquement au travers de la forme podcast, quoi. Du coup, ça c'était le volet podcast. Et donc plus précisément sur la semaine, du coup, comme vous avez vu, il y a un grand chapiteau qui s'est installé sur la semaine de juin. Du coup, au début, on a fait cette installation collective du chapiteau. C'est ce qui ouvre la semaine et c'est ce qui permet de commencer collectivement la semaine en mettant chacun la main à la pâte pour installer ce grand chapiteau dans lequel on va vivre quotidiennement pendant une semaine. Pour vous dessiner les grandes lignes de la semaine, on a eu plusieurs activités dans la semaine. Lana reviendra sur une journée type de la semaine des transitions. Qu'est-ce que c'est? Mais globalement, nous, on avait des soirées festives ou de restitution avec les acteurs de l'université où on a pu faire écouter nos podcasts et parler de nos thématiques, faire tester nos outils. On a des personnels de l'université qui sont allés visiter nos super toilettes sèches qu'on avait construites au cours de la semaine. Toute la semaine, on a eu aussi des intervenants. Donc, il y a notamment Léa Müller. Là, vous voyez sur les photos, normalement, le projet artistique de Léa Müller autour de l'arbre. C'est une artiste qui travaille autour de la forêt. Et on a participé à tisser un banc autour de l'arbre, autour d'un arbre à côté du département carrière sociale, qui est réutilisable aujourd'hui. Et pour nous sensibiliser aux vivants, à la question de la patte artistique et du lien à la forêt et aux vivants. Donc elle nous a suivis sur toute la semaine. Du coup, on a eu plein d'activités en parallèle. Et à la fin, du coup, on démonte collectivement le chapiteau, on ferme la boucle. Collectivement aussi, on débriefe et on conclut sur tout ce qu'on a appris sur cette semaine. Et du coup, Lana, je te laisse pour la journée type. Du coup, une journée type de la semaine des transitions, on commence environ vers 9h le matin et on se retrouve tous ensemble autour d'un café, d'un thé. On fait un petit energizer histoire de se mettre en jambes et de se retrouver tous collectivement. Après, la veille, on s'inscrit en fait sur des différents types d'activités qui se déroulent le matin. Donc, on peut avoir soit des conférences sur différents types de conférences, sur le climat, sur les transitions, sur tout ça.
soit il y a aussi des groupes où il y avait le projet Léa Muller qui nous a en fait suivi sur toute la semaine. Du coup, il y avait des étudiants qui s'inscrivaient pour aller avancer sur le projet. Et il y avait le groupe Vie quotidienne qui nous servait en fait. Ils faisaient à manger pour tout le monde le midi. Du coup, on se retrouvait après le temps de midi où on mangeait du coup tous ensemble. On faisait aussi la cuisine était faite de manière collective et il y avait un système d'auto-wash pour laver notre vaisselle et la réutiliser le lendemain. Après, l'après-midi, on partait sur des activités proposées par les étudiants qui étaient en lien avec du coup les thématiques qu'on avait travaillées tout au long de la préparation. Du coup, il y avait des étudiants qui ont fait un petit potager. Il y a des étudiants qui ont préparé du déodorant fait de façon biologique, naturelle. Plein d'activités comme ça pour nous montrer en fait qu'est-ce qu'on peut faire en lien avec les transitions et l'écologie et comment on peut sortir de choses qui sont assez industrialisées et qu'on peut le faire par soi-même. Et on finissait la journée en fait avec une AG où on se retrouvait tous ensemble pour conclure la journée, préparer la fin de la semaine, la journée du lendemain, faire remonter les petites choses à améliorer et se retrouver pour conclure et finir la journée. Après, le soir, on pouvait avoir soit des cartes blanches, des interventions soit d'autres étudiants, soit les premières années, ils ont par exemple présenté ce qu'ils avaient effectué en lien avec cette semaine des transitions. Et il y avait aussi les soirées festives, comme l'a dit Rémi, où on s'est retrouvés autour d'un fest-noz, par exemple le jeudi soir, on avait fait intervenir la Screb pour qu'ils nous fassent une petite initiation au fest-noz et qu'on se retrouve tous ensemble de manière conviviale. Voilà. Et donc, pour conclure sur un peu ce que nous on retient en tant qu'étudiants de cette semaine des transitions, c'est globalement on a pu acquérir plein de compétences qu'on n'aurait pas forcément acquis au cours d'une année de formation classique. Ça nous a permis d'avoir plein d'apports, des compétences à la fois de gestion de la vie quotidienne, de gouvernance collective aussi avec les assemblées générales. On a pu expérimenter aussi le débat contradictoire, la tension, les désaccords parfois. Et en fait, ça, c'est une expérience vraiment à vivre parce que c'est vraiment quelque chose auquel on va être confronté dans un monde en transition. Donc ça allait de la gouvernance collective jusqu'à fabriquer des toilettes sèches ou apprendre la danse bretonne. Mais tout ça, c'est une montée en compétences collectives qui permet vraiment d'apporter un plus à un parcours universitaire d'étudiants et qui est après valorisable dans une insertion professionnelle si on pense à des reconversions professionnelles qui vont arriver de plus en plus avec la question des transitions qui va se faire de plus en plus prégnante dans le monde professionnel, quoi. Bien, merci. Je vais juste rajouter quelques petits mots. Donc c'est un projet qui implique effectivement beaucoup d'acteurs de l'université et également du territoire. Et je vais en citer quelques-uns parce que voilà. Donc la mission des DRS, je commence par ça. Merci Ronan par ton soutien sans faille. Ça mobilise beaucoup de services techniques, un lien avec la DIL, avec les services techniques de l'IUT. Monter un chapiteau, c'est pas rien, surtout quand il n'y en a jamais eu sur le campus. Une installation électrique. Comment on fait pour monter une cuisine alors qu'on n'a pas de cuisine pédagogique? Toutes ces questions-là, il faut les soutiens des services techniques, services de com. On a beaucoup travaillé aussi avec l'APFAB et Camille Bisson sur des constructions low-tech des étudiants, etc. Donc un vrai soutien également. Et puis, on s'ouvre à d'autres disciplines. Donc, on mobilise des collègues d'autres disciplines, écologues. On a fait intervenir Simon Chollet, Agnès Sherman, à travers des balades autour de l'écologie, de la biodiversité sur le campus. Bon, j'espère que j'en oublie pas trop. Sur le territoire, c'est vraiment un projet qui est ouvert à ce qui se passe aussi en termes de dynamique d'acteurs sur le territoire. Le projet, il est entièrement co-construit avec 2 associations du territoire qui sont l'association LAO, Éducation populaire et Éducation en lien au vivant, Grain d'arbre, et l'association Animétis, qui participe actuellement à une démarche participative sur le centre-bourg de Saint-Sulpice. Donc tout ça, c'est vraiment très co-construit. Sur la semaine, il y a des interventions ponctuelles d'acteurs associatifs, SS Cargo et compagnie de Rennes 2, Jardin des 1000 Pas, Jardin pédagogique, etc.
Nos fournisseurs aussi sur l'alimentation, c'est très local tout ça. On travaille avec une boulangerie bio solidaire, Filia, avec Scarabée Biocoop, avec Vrac qui fait des groupements d'achat sur les quartiers prioritaires. Donc on essaie vraiment de mettre du sens sur ça. Et puis tous les interlocuteurs qu'ont rencontré les étudiants sur les podcasts. Des partenaires, des acteurs, il y a aussi des partenaires financiers. C'est un gros projet qui coûte un peu de sous pour louer un chapiteau, pour payer le matériel, les alimentations, les intervenants, etc. Donc il y a des petits logos là, on a des super partenaires. Merci à eux. On a donc autre point très rapide sur l'approche. Je voulais aussi mettre le focus sur l'approche pédagogique. On est dans une logique effectivement tête corps cœur. Tête parce que l'idée c'est effectivement d'apporter des connaissances sur ces sujets à travers les recherches thématiques qu'ont fait les étudiants, les parcours climat transition pendant la semaine. Le corps, c'est essentiel de se mettre en action, et y compris de se mettre en action physiquement. Donc les ateliers do it yourself, faire la cuisine ensemble, travailler sur la question des économies d'eau tous ensemble, tout ça. Et puis le cœur, la question des émotions, des savoir-être, ça a été souligné par Aurélien Aki en première partie. Mais voilà, comment est-ce qu'on travaille la coopération, comment on se met d'accord en assemblée, comment on co-anime des ateliers entre étudiants, comment on s'autorégule pour s'inscrire aux différents ateliers, comment on se crée de la confiance entre l'équipe et puis entre les étudiants, les émotions par l'approche sensible et artistique. C'est vraiment, on avait tout le temps des fils rouges artistiques sur ces deux années. Voilà. Et puis ça demande de se départir d'une posture d'enseignant chercheur classique, de transmission de connaissances. On n'est plus que là-dedans. On est dans de l'ingénierie pédagogique. Quelle complémentarité des formats pédagogiques, comment on conçoit l'évaluation, évaluation formative, sommative, co-évaluation, auto-évaluation, etc. Donc tout ça, c'est des réflexions qu'on doit avoir. On devient accompagnant en fait sur de la pédagogie du projet, et puis évidemment là je vous passe le rôle de coordination de ce projet qui est assez prenant, on va dire. Conclusion et perspective, et je finis là-dessus, je suis désolée, on dépasse un peu le temps. J'ai le temps de conclure ? Ouais. Donc, il y a eu une belle évolution entre 2023 et 2024, y compris sur tous les rapports avec les acteurs, et les acteurs au sein de l'université aussi, et ça, c'est très chouette. Donc, c'est un projet stimulant, riche, enthousiasmant, voilà, avec un engagement assez fort quand même derrière. Il a fait l'objet de multiples interventions en fait au sein de l'université, mais pas que, dans des rencontres nationales, des colloques, etc. Donc c'est chouette de pouvoir aussi faire connaître ce projet. Les perspectives. Donc là, cette année, on recommence le projet. On est toujours sur le campus. L'idée, c'est de l'ouvrir un peu plus largement en fait aux étudiants d'autres cursus, notamment parce que donc je fais partie du parcours de formation sur la sensibilisation aux transitions, et c'est une super occasion de rencontrer d'autres collègues d'autres départements qui ont aussi des étudiants. Et voilà, comment on va pouvoir ouvrir ce projet plus largement. Et puis, alors ça c'est un peu ambitieux, mais on a envie sur les prochaines années de déplacer le chapiteau et d'aller sur Rennes Métropole. Donc nos deux associations, elles travaillent à Morpa et à Clenay. Donc l'idée, ce serait peut-être de déplacer le chapiteau sur des quartiers, voire communes. Mais ça c'est encore une autre étape qui va demander beaucoup de travail. Donc c'est en réflexion, mais voilà, on y pense assez sérieusement pour travailler avec les habitants en fait aussi. Voilà, merci. Désolée. Merci beaucoup. Un grand merci à vous. Voilà, on a parlé beaucoup de coopération, de savoir-être, de savoir-faire pendant aussi les sessions précédentes, et d'incarnation des compétences de la transition écologique. Donc, merci pour votre témoignage très clair et inspirant, et vos témoignages, et pour notamment nourrir aussi les feuilles de route à venir. On est un peu en retard. On va quand même prendre une, voire deux questions selon la durée des questions. Aurélien, tu es encore avec nous ? Oui, je suis toujours là. Super. Peut-être qu'on peut rebasculer sur l'écran. Voilà, génial. Merci. Ça, je peux voir l'image. C'est assez intimidant de me voir moi-même. Tu es très très grand. Est-ce qu'il y a une question ? Bonjour. Merci à tous les 5. Moi, j'avais juste une petite question pour Lana et Rémi. Vous avez parlé de gouvernance partagée.
en AG et tout. Je me demandais qu'est-ce que vous partagez, en quoi est-ce que ça consistait, comment est-ce que vous faisiez concrètement. Du coup, en fait, on a d'abord les AG, elles étaient dans un premier temps organisées par les enseignants. Et en fait, le premier soir, on a pointé cette question-là de comment est-ce qu'en fait on faisait pour faire plus participer les étudiants, parce que c'était une semaine dédiée aux étudiants, quoi. Et du coup, en fait, au fur et à mesure des AG, en fait, on a testé des différents outils. Le vote par consentement, différents modes de vote, en fait. Du coup, en fait, ces outils-là, ils nous ont permis de voir, comment est-ce que, quels outils fonctionnent pour faire fonctionner une AG et puis pour faire aboutir à des décisions qui font fonctionner la semaine, quoi. Du coup, on avait un petit groupe d'étudiants qui transmettaient ces outils-là à des groupes d'étudiants qui se relayaient sur l'animation des AG. Et du coup, en fait, c'est une vraie formation. En fait, comment est-ce qu'on anime une assemblée générale, qui prend le compte-rendu, qui prend la prise de parole, qui fait l'animation, comment est-ce qu'on gère le temps, quel mode de vote on a. Et du coup, ça, c'est un truc qu'on a essayé d'expérimenter. En fait, en fonction des AG, on avait des choses qui se rajoutaient. Par exemple, les cartes blanches, elles pouvaient être décidées en AG. Et du coup, on a des étudiants qui ont décidé de faire une intervention sur la question écologique et la situation internationale. Et du coup, qui l'ont proposé en AG, ça a été soumis au vote, c'était accepté. Il y avait la question aussi d'adapter le temps et de notamment permettre d'avoir plus de temps en soirée pour pouvoir préparer les soirées, ou vie quotidienne, les tâches sont mal réparties, comment est-ce qu'on gère ça? Et donc en fait, ça a permis aux étudiants d'expérimenter ça et de faire de la gouvernance collective, quoi, décider de l'organisation de la semaine par et pour les étudiants, quoi. Merci beaucoup. On va devoir s'arrêter pour les questions. Ouais, mais je suis désolée, le temps nous est compté. Peut-être juste pour conclure, Aurélien, si tu as une réaction par rapport à ce que tu as entendu, et puis on prolongera la conversation à la pause déjeuner pour les autres. Je suis désolée de devoir couper assez brutalement. Mais avant qu'on se quitte, Aurélien, est-ce que tu souhaites réagir ? Moi, j'ai trouvé très important, en fait, tout ce qui a été présenté, notamment tout ce qui a été dit sur les expériences sensibles. En fait, je pense qu'une des difficultés autour de ces sujets-là vient de la difficulté à approprier, à ramener des sujets macro à hauteur d'individus, d'hommes, etc., et de femmes. Et effectivement, je trouve que la place de ces expériences sensibles-là, elle est absolument centrale. La place de l'expérimentation est absolument centrale dans la pédagogie sur ces sujets-là. Nous, on aurait pu parler aussi d'autres expériences qu'on a menées où à la fois on explore des dispositifs pédagogiques autour de la création artistique et aussi autour de la création de récits. C'est-à-dire, notamment, on a pas mal travaillé sur la construction de scénarios en lien avec des enjeux limites planétaires, notamment dans un cours qu'on a créé il y a 5 ans maintenant avec ma collègue Valentina Carbone qui s'appelle Design Fiction for Sustainability. Et en fait, je pense que ça, c'est un ressort, le ressort de la fiction et aussi de l'expérimentation, c'est très libérateur en fait pour s'emparer de ces sujets-là. Merci beaucoup pour ton retour. Et c'est le moment de se quitter, Aurélien. On te souhaite une très belle journée. On aura l'occasion de garder le lien et de continuer à échanger. Et encore merci à tous les 5 pour vos apports. On va pouvoir